Tony, quand tu parles de l'Iran qui met la pression sur les États-Unis en utilisant le détroit d'Ormuz, tu penses que ça a un effet d'une manière ou d'une autre sur l'administration Trump. C'est pour ça, selon toi, qu'on voit J.D. Vance et Donald Trump s'en prendre à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement. On a vu des attaques israéliennes contre l'administration Trump à cause du protocole d'accord, parce qu'ils considèrent que tout ce qui en sort représente une défaite totale pour Israël, je dirais. Et ça, du moins aux yeux des Israéliens, je parle là de mon point de vue, c'est ce qu'ils expriment. Pour eux, c'est une défaite complète. Aucun de leurs objectifs n'a été pris en compte dans ce protocole d'accord. Ils voulaient que le programme nucléaire iranien soit démantelé. Ils voulaient aussi imposer des restrictions sur les missiles balistiques iraniens. Ils voulaient que l'Iran cesse de soutenir ce qu'ils appellent les proxys iraniens, en fait, les actes de résistance. Et ils voulaient affaiblir l'Iran sur le plan géopolitique et militaire dans la région pour qu'il soit davantage sous la domination d'Israël. Donc, aucun de ces objectifs, vous voyez, n'a vraiment été atteint du point de vue israélien. Alors quand ils s'en prennent aux États-Unis, et qu'on parle des États-Unis, l'Iran peut utiliser le détroit d'Ormuz pour faire pression sur Washington, vu la situation actuelle entre les deux gouvernements. Pensez-vous que ce soit possible pour l'Iran d'utiliser le détroit d'Ormuz comme moyen de pression sur Israël? Et quelles seraient les conséquences pour l'administration Trump si elle poursuit l'agenda israélien ou celui de Netanyahou? Eh bien, vous savez, ni Netanyahou, ni la direction iranienne, ni la direction américaine, ni même les dirigeants des États-Unis n'ont de boule de cristal pour dire « voilà exactement ce qui va se passer ». Donc tout ça reste une question de spéculation, d'hypothèse, de tentative, de rapport de force. Quand je regarde la situation, je pense que l'administration de Donald Trump, l'administration américaine, est très préoccupée par les conséquences que pourrait subir l'économie américaine après les derniers jours de fermeture du détroit d'Ormuz. Ce contre-coup, si on peut dire, c'est un peu comme un coup de fouet. Le claquement ne se produit pas au moment où le poignet bouge. Le claquement, à l'extrémité de cette longue chaîne économique, n'a pas encore atteint les États-Unis. Et quand ça arrivera, si le détroit d'Ormuz reste sous le contrôle de l'Iran, au moins d'un point de vue militaire, ce qu'on voit aujourd'hui avec une sorte de blocus ou une vraie restriction sur qui peut l'utiliser, eh bien, pour les Américains, ça ressemble directement à une défaite face à l'Iran. Alors, il faut conclure un accord. Il faut rouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que, quand la hausse des coûts commencera à frapper les États-Unis, les conséquences seront lourdes. Et pour l'instant, la plupart des Américains se disent « le prix du pétrole a baissé, c'est un peu moins cher à la pompe. Moi-même, j'ai fait le plein en rentrant de l'aéroport, c'était un peu moins cher. Très bien. Donald Trump a mis fin à la guerre, les prix baissent à la pompe. Mais ça, c'est temporaire. Et c'est artificiel. C'est fabriqué. Les vraies conséquences économiques liées au détroit d'Ormuz, sur l'agriculture, le raffinage, le carburant et tout le reste, on ne les a pas encore ressenties. Mais on va les sentir. L'Iran le sait, Donald Trump le sait, Israël le sait aussi. Mais Israël ne se soucie pas de l'Amérique. Israël ne se soucie pas des Américains chez eux, ni de l'Américain moyen, ni même du pays en lui-même. Donc pour Israël, ça n'a pas d'importance. Pour les États-Unis, évidemment, ça en a. Et pour l'Iran, c'est un levier très clair. Est-ce que c'est le seul? Si l'Iran regarde la situation et se dit « Ah, le détroit d'Ormuz, on l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme. On veut que l'Amérique fasse quelque chose, on l'ouvre. On veut qu'elle fasse autre chose, on le ferme. » Non, mais c'est un levier
dans le choix des options, dans toute la gamme d'options stratégiques dont l'Iran dispose pour répondre ou poursuivre ces négociations. Et comme je l'ai toujours pensé en regardant les 14 points du protocole d'accord, du point 2 au point 14, ces 13-là, ils sont tous négociables. Il y a de la marge, il y a de l'espace de négociation sur la table. Quelle part est levée? Quelles sanctions? À quel moment? Quel sera l'impact sur le détroit d'Ormuz? Comment on construit ce récit pour que ça ne donne pas l'impression qu'on a simplement cédé, mais plutôt que c'est une décision administrative? Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on peut négocier. Mais le point numéro 1, là, il n'y a pas de zone grise, pas de marge de manœuvre, pas de peut-être un peu de ceci ou un peu de cela. C'est très clair. Il faut arrêter ça avant que quoi que ce soit tout cela ne devienne réalité. Et si vous ne mettez pas un terme à ça, alors on n'avance pas sur ces dossiers. L'Iran a montré qu'il ne faut pas tout sortir d'un coup, pas dès le premier mouvement. Donc l'Iran se dit, très bien, on ne va pas en Suisse, on se retire maintenant. Le détroit d'Ormuz, on va le reprendre en main, on va le contrôler à nouveau. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils contrôlent dans tout ça? Ils peuvent répondre en disant « On ne lèvera pas les sanctions et vous ne récupérerez pas vos avoirs gelés ». Mais si vous êtes l'Iran, vous regardez ça et vous vous dites « On a très bien vécu sans ça pendant 10 ans, donc ça ne nous affecte pas vraiment tout de suite. Les virements arriveront quand ils arriveront, peu importe. Le détroit d'Ormuz, lui, c'est concret et c'est maintenant. » Donc les États-Unis n'ont pas vraiment de levier pour peser sur la situation immédiate. L'Iran, oui. Revenons à la question d'Israël, justement. Est-ce que la vraie question, c'est de savoir si les États-Unis peuvent arrêter Israël? Eh bien, Israël est un pays souverain. Israël n'a pas à écouter les États-Unis. Je pense que c'est assez clair qu'il ne se comporte pas comme un bon allié. Mais maintenant, les États-Unis vont devoir décider comment faire passer ce message à l'Iran. En gros, Iran, ici, les États-Unis, désolé pour notre allié imbuvable. On coupe les ponts. On ne veut plus être associé à eux dans cet accord. Et donc, tout ce que vous voudrez faire, Iran, pour répondre à ce qu'ils font, allez-y, allez-y. Nous, on ne réagira pas. On ne leur fournira pas les moyens. Nous n'allons pas leur fournir de moyens de défense. Ils devront se débrouiller seuls. Négocions ça. Ensuite, il y a l'option où l'administration Trump peut regarder la situation et dire « On choisit notre vieil allié, on se range du côté d'Israël, et on va les soutenir, quelle que soit la réaction de l'Iran, parce qu'il y aura forcément une réponse. » Ou bien les États-Unis peuvent dire « Le problème, c'est Israël. » Il faudra alors prendre une forme de mesure contre Israël pour les forcer à arrêter, si on veut un jour que ce mémorandum d'entente voie le jour et devienne quelque chose de concret. Est-ce que ça veut dire envoyer la 82e division aéroportée dans le sud du Liban pour repousser les forces israéliennes? Non. Mais pourrait-il y avoir des sanctions? D'autres leviers possibles? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les États-Unis offrent à Israël et qui ne passent pas toujours par les canaux diplomatiques classiques. Est-ce qu'il y a des leviers? Oui, il y en a. Alors quand je regarde ça, je le vois en termes de qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Qu'est-ce que l'Iran peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? L'Iran ne peut pas forcer les États-Unis à lever les sanctions ou à débloquer des avoirs gelés. Mais l'Iran peut exercer une pression politique et économique avec le détroit d'Ormuz. Les États-Unis, eux, ne peuvent pas dicter directement à Israël ce qu'il doit faire en tant que nation souveraine. Mais les États-Unis peuvent clairement montrer leur soutien, ou leur absence de soutien, ou encore le camp qu'ils choisissent, à travers des voix comme celle de J.D. Vance, du président lui-même, ou par des actions concrètes. Je pense que ce serait un grand pas, un vrai pas en avant,
pour montrer un peu de fermeté, un peu de courage et dire « Eh bien, tous ces ravitailleurs stratégiques, terminés. On s'en va. Vous ne pouvez plus les utiliser. » Est-ce que ça va arrêter Israël net dans son élan? Non, mais ça enverrait un message fort. Donc, à mes yeux, pour l'instant, les États-Unis essaient encore de jouer la carte du « Hey, il y a toujours un cessez-le-feu, non ?» ou du « On est encore en train de négocier ». Tout ça, ce sont juste des petits accros. Ça finira par se lisser. Je pense que les États-Unis ne voient pas l'ensemble du problème et qu'ils ne réalisent pas que tout ça risque de s'envenimer jusqu'à un point où on pourrait se retrouver à nouveau dans un conflit à grande échelle, selon la manière dont le pays choisira de tenir sa position. Et se ranger du côté d'Israël, ce serait mettre l'Amérique en dernier. Il faut, même si ça peut sembler contre-intuitif, cet accord, dans sa forme actuelle, est dans l'intérêt des États-Unis. Il faut le conclure, le finaliser et avancer vers la normalisation des relations dans la région, sans chercher à jouer les hégémons ni à se comporter comme une puissance d'occupation militaire. Et si c'est Israël qui nous empêche d'y parvenir, alors il faut le dire clairement et agir en conséquence. Je ne pense pas que cette administration ait le courage de le faire, mais on verra bien. Tony, quand les Israéliens disent « Nous sommes une nation souveraine, un pays souverain », ce que J.D. Vance a dit montre en fait tout le contraire. Les 2/3 de ce qu'ils utilisent sur le plan militaire viennent des États-Unis. Je ne connais aucun autre pays aussi dépendant des États-Unis, même pas les Européens. C'est pour ça que, quand ils disent « Vous nous avez donné toutes ces armes, ces missiles et tout le reste, mais vous n'avez pas à décider comment on les utilise », eh bien non, ça ne tient pas. C'est ça le paradoxe entre Israël et les États-Unis. On dit « Nous sommes une nation souveraine ». Eh bien non, vous ne seriez pas une nation souveraine si on ne vous fournissait pas tout ce qu'il faut pour l'être. C'est un peu comme un enfant mineur qui vit encore chez ses parents et qui dit « Je suis indépendant ». Oui, d'accord, mais tant que tu vis sous notre toit, tu dois suivre nos règles, parce que c'est nous qui payons le loyer, les factures, tout ça. Tu veux être indépendant et ne plus écouter ce qu'on te dit? Très bien, la porte est là. Mais ensuite, tu dis « Je ne peux pas trouver de travail, je ne peux pas acheter ma propre nourriture, je ne peux pas payer un loyer, je n'ai pas de voiture. » Eh bien, dans ce cas, il va falloir écouter ce qu'on te dit. Avec Israël, c'est un peu la même chose. Israël dit « Nous sommes notre propre nation, nous sommes souverains. » Et puis on entend « Ben Gvir ». Franchement, Ben Gvir, c'est écœurant. Et j'espère que de plus en plus d'Américains se réveillent face à la réalité et voient cet homme qui, hier encore, devant la Knesset, a déclaré « Brûlez le Liban, rasez-le ». Il a dit la même chose à propos de Gaza. Et ensuite, il a ajouté « Nous n'écoutons pas Donald Trump ». Franchement, quelle audace! Un pays qui prend, et qui revient ensuite en disant « On n'a pas à vous écouter ». Si l'administration américaine avait un peu de courage, elle se lèverait et dirait « Très bien, vous n'avez pas à nous écouter. Les 3,9 milliards de dollars que nous vous versons chaque année avec l'argent des contribuables, vous ne les aurez plus. Toutes ces bombes, ces munitions, ces armes, ces technologies, ces radars, ces F-35 que nous vous fournissons à un prix plus bas que pour n'importe qui d'autre et que nous vous laissons modifier, vous ne les aurez plus non plus. » Et ce NDAA que vous voulez utiliser pour stabiliser les relations futures entre les États-Unis et Israël, eh bien, on ne le fait pas. Il y aura des conséquences. Les États-Unis ont tellement de leviers, tellement de moyens de pression, des bâtons et des carottes à n'en plus finir. C'est comme si on avait un panier de carottes et une corde de bâtons. On a des carottes et des bâtons à disposition toute la journée avec Israël, et on choisit de ne pas s'en servir.
Ce conflit et ce protocole d'accord vont forcer une décision, d'une manière ou d'une autre. Parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de continuer sur une voie de confrontation avec l'Iran. Les États-Unis peuvent très bien survivre, politiquement, économiquement, diplomatiquement et militairement, sans Israël. Mais ils ne peuvent pas continuer sur une trajectoire de conflit avec l'Iran, un conflit qui, à tout moment, pourrait s'intensifier et entraîner d'autres puissances comme la Chine ou la Russie. Est-ce que la Chine ou la Russie viendraient un jour jouer les chevaliers blancs pour défendre Israël? Non. Mais si on continue comme ça, parce que c'est ça le problème avec le détroit d'Ormuz, je l'ai déjà appelé comme ça, c'est l'albatros autour du cou de Donald Trump, parce que c'est un terrain stratégique. Géographiquement, c'est un point clé. Politiquement, c'est un centre de gravité. Économiquement, c'est un facteur crucial qui ne touche pas seulement les États-Unis ou l'Iran, mais bien d'autres encore. Donc, à mon sens, si vous êtes les États-Unis, vous êtes face à des décisions difficiles maintenant. C'est soit ça, Israël, soit ça, avancer vers la paix avec l'Iran. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait avoir les deux, mais Israël ne le permet pas. Avec les actions d'Israël, les actions qu'il continue de mener, et ce que ses dirigeants ont déclaré, il ne peut pas y avoir de paix, ni de relation avec Israël, ni de règlement pacifique allant vers une normalisation avec l'Iran. Les deux ne peuvent pas coexister, à moins qu'Israël ne change de comportement. Donc, les États-Unis vont devoir faire un choix. Et si les États-Unis ne prennent pas une décision claire, la situation va continuer et ce ne sera pas à leur avantage. Parce que si les Américains pensent qu'on a déjà ressenti les effets, qu'on a déjà dépassé le pire de l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz à l'époque où c'est arrivé, eh bien non, on n'a encore rien ressenti. Cette vague d'impact n'a même pas encore atteint nos côtes. Et quand elle le fera, ce sera douloureux. Tony, d'un point de vue militaire, quand on regarde l'occupation israélienne du sud du Liban, est-ce qu'il existe politiquement un moyen pour Israël de rester au Liban sans qu'il y ait de conflit ou de guerre? Non. Est-ce que quelqu'un dit ça aux États-Unis, à Donald Trump et à J.D. Vance? Qu'il est impossible d'occuper un territoire tout en espérant une forme de compréhension mutuelle entre les deux camps pour faire marche arrière. Parce que c'est un point essentiel. Ouais, je dirais, hey Donald Trump, hey Pete Hegseth, hey Trump. J.D. Vance, allons-y pour l'histoire de Tony. Vous pouvez venir vous asseoir sur mes genoux et je vais vous lire un livre. Il s'appelle Irak, il s'appelle Afghanistan, il s'appelle Les 50 dernières années d'occupation du Liban par Israël. Et voyons un peu quelle est la probabilité d'occuper un pays sans rencontrer de résistance. Montrez-moi un seul endroit au monde où ça s'est déjà produit. Jamais. Jamais. Y compris la création de notre propre pays. Hey, on veut rester sur votre terre souveraine. Continuez à occuper votre territoire souverain et on s'attend à ce que vous ne résistiez pas. Ne résistez pas à notre occupation et tout ira bien. Faites ce qu'on veut que vous fassiez. Sans résistance et tout ira bien. Qui pourrait croire qu'une nation puisse exister dans de telles conditions? Le Hezbollah est aujourd'hui le seul moyen de résistance au Liban. Le combat se déroule dans le sud et c'est là que le Hezbollah se bat. Est-ce que l'armée libanaise fait sa part dans le sud? Non. Est-ce que le gouvernement libanais fait sa part dans le sud? Non. Le gouvernement libanais peut remercier le Hezbollah d'avoir empêché tout ce qui se trouve au sud du fleuve Litani de devenir le nord d'Israël. Alors, est-ce qu'une réalité peut exister où une nation occupe une autre contre sa volonté et s'attend à ne rencontrer aucune résistance?
Moi, je n'ai jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Donc je ne pense pas que ça va arriver maintenant. Et d'ailleurs, ça ne devrait pas. Franchement, qui accepterait de vivre comme ça? Demandez à un Américain moyen. Si le Mexique envahissait le sud du Texas, prenait des terres jusqu'à la rivière Medina et disait « c'est à nous maintenant », vous croyez que les Texans diraient juste « bon, on va apprendre l'espagnol ». Non, ils résisteraient. Pensez à ça, en termes d'occupation du sud du Liban, et à toute cette idée selon laquelle, eh bien, c'est à cause du Hezbollah. Mais enfin, le Hezbollah n'existait même pas avant les massacres commis au Liban par les Israéliens dans les années 80. Donc on ne peut pas dire ça. Je pense que c'est clair, et ça devient de plus en plus évident pour le reste du monde à mesure que ces questions sont posées. Israël, peut-être que Donald Trump devrait simplement demander, s'il ne sait pas, pourquoi êtes-vous dans le sud du Liban? Les Nations Unies ont décidé, à travers des résolutions de l'Assemblée générale, qu'il fallait, disons, réaffirmer ou revoter chaque année. C'est symbolique. Chaque année, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a des résolutions demandant à Israël de quitter les territoires occupés. Alors pourquoi Israël reste-t-il? Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Ou alors pas de conséquences assez graves. Parce qu'Israël, eux, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Et c'est nous qui leur donnons. C'est nous qui faisons le gâteau, qui le coupons, qui le mettons dans l'assiette, qui le leur servons. Et ensuite on leur dit « Joyeux anniversaire, Bibi ». Il est temps que ça s'arrête. Et si ça ne s'arrête pas, le conflit avec l'Iran va continuer. Et il continuera d'avoir un impact direct et indirect sur les États-Unis. Le moment est venu de choisir. C'est ça ma plus grande crainte dans tout ça, que l'administration actuelle des États-Unis n'ait pas le courage de prendre cette décision, ou qu'elle ne le puisse pas, parce qu'elle est compromise à un point où elle en est incapable. Par exemple, si Donald Trump tape du poing sur la table et dit que, quel que soit le compromis dans notre gouvernement, qu'il soit financier, moral, éthique, ou qu'il s'agisse de ce qu'il y a dans des dossiers ou des vidéos, peu importe. C'est tellement grave que, je crois que c'était Marjorie Taylor Greene qui l'a dit. Non? Non, c'était Pam Bondi. Oui, c'est Pam Bondi qui l'a dit. Si tout ça est rendu public et qu'on s'en prend aux personnes citées dans les dossiers Epstein, tout le système s'effondrera. Quoi? Pour moi, c'est évident maintenant. Le brouillard et la confusion de la guerre se sont dissipés. On voit enfin l'élément clé pour ce qu'il est. Et cet élément, c'est qu'on est à un moment de choix. Le champ de bataille, la ligne de front de ce choix, c'est le sud du Liban. Et l'Iran l'a clairement dit. Nous n'irons pas à vos négociations en Suisse. Ah, ça continue? On ferme à nouveau le détroit d'Ormuz. Et après quoi? Je pense qu'on va assister à des frappes militaires. Ça peut vraiment partir très loin, bien au-delà de ce qu'on imagine, et être bien pire que la dernière fois. Mais les États-Unis peuvent encore l'empêcher. Alors, franchement, à ce stade, je ne sais pas qui conseille le président. On n'a pas entendu un mot de Hegseth, pas un mot de Rubio. On a entendu J.D. Vance. Et si ce que J.D. Vance dit reflète ce que pense le président, eh bien qu'il le montre, qu'on voit des conséquences. Voilà où on en est aujourd'hui. Et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas surpris, pas choqué, déçu, profondément déçu, mais pas du tout surpris.